Les travailleurs du Sénégal sont réveillés attristés par le décès tragique de Sidya Ndiaye. Le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal était un fervent défenseur du droit des travailleurs. L'existence d'individus armés fortement médiatisés lors des récentes manifestations feront l'objet d'enquêtes. L'annonce a été faite par le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, qui bannit toute impunité face à de tels actes. Le Sénégal, dans une dynamique de l'élimination définitive du paludisme, les autorités se félicitent des tendances baissières de la propagation. Le professeur Daouda Ndiaye insiste sur les modèles de réussite exemplaires d'autres pays de la politique africaine de lutte. La chaleur excessive se sent partout à Dakar, qui accueille en cette période une température variant entre 20 et 29 degrés. Un autre mode de vie s'invite, le port d'habits légers et l'utilisation en permanence des ventilateurs. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Nous débutons cette édition avec cette triste nouvelle. La communauté Tidjania est en deuil et profondément attristée par le décès à Dakar, à la Médina, de Sokhna Safiétou Sy, fille de Serigne Babacar Sy, premier khalife général de la Tidjania. Les témoignages sont unanimes sur la générosité et le dévouement de la défunte de son vivant. Sokhna Safiétou Sy repose désormais à Tivaouane auprès de ses saints pères après la levée du corps effectuée ce matin à 10 h à la mosquée Ngaraf. Toutes nos condoléances à la communauté Tidjania et que la terre de Tivaouane lui soit légère. Encore une autre triste nouvelle, le monde du travail perd aussi un grand défenseur des travailleurs. Sidya Ndiaye est décédé ce matin à l'hôpital principal de Dakar, selon nos confrères de Seneweb. Sidya Ndiaye était le secrétaire général de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal. Ses confrères, dont la grande lutte syndicale, sont très attristés de la perte d'un être dévoué pour l'épanouissement de tout travailleur. Balo Djacham, du syndicat unique des travailleurs de la santé, de l'action sociale, retient de l'homme un sens d'intégrité et d'engagement auprès des travailleurs et surtout des collectivités territoriales. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours sur les sentiers du BRT, aussi est constatée l'ampleur des dégâts causés par des assaillants. Cette infrastructure pour désengorger la capitale d'un coût de plus de 88 milliards de francs CFA sera désormais protégée par une police des mobilités. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, explique qu'elle sera dédiée spécifiquement au bus rapide transit avec une compagnie spéciale qui s'apparente à celle du train express régional. Elle aura pour mission de s'assurer des passagers et de sécurisation des bus et des différentes infrastructures liées au BRT. Le ministre de l'Intérieur a aussi précisé de la reprise des travaux du BRT et de l'effectivité prochaine de la phase de protection active par cette police des mobilités. Tel que je l'annonçais dans les grands titres, des vidéos qui ont fait le tour de la toile et dans le monde entier, montrant des individus en civil armés lors des dernières manifestations, ne seront pas rangés dans les oubliettes. Qu'elle soit diversement perçue par plusieurs, la situation de la menace sur la sécurité publique, elle demeure alarmante. Le ministre de l'Intérieur a annoncé l'ouverture d'une enquête. Il s'exprimait hier à l'occasion de la visite sur le sentier du bus rapide transit pour faire le point sur les stations vandalisées avec le Premier ministre Amadou Ba. Voici ses propos. Depuis quelques jours, il s'est installé au Sénégal une controverse sur la diffusion de certaines vidéos. Je voudrais ici aussi annoncer qu'une enquête a été ouverte sur de tels faits. Et chaque partie, ou en tout cas chaque observateur, peut amener sa part de vérité. Mais il appartiendra en définitive à la justice de dire la vérité sur tout ce qui s'est passé. Ensuite, repréciser que ce ne sont pas des controverses qui sont propres à notre pays. Aujourd'hui, j'ai regardé d'ailleurs sur l'international qu'il y avait une controverse sur les campagnes de désinformation qui pouvaient intéresser un ou plusieurs pays. Il appartiendra précisément à la justice saisie de l'affaire sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, mise en œuvre par le Premier ministre, d'apporter toute la lumière sur les faits sus-évoqués.
Comme les sociétés Supeco ou Auchan vont devoir en découdre sur l'irréparable causé par les saccages et pillages lors des manifestations, les pertes sont inestimables que vont devoir subir les centaines de Sénégalais qui travaillent dans ces entreprises commerciales internationales. Le bilan que nous parcourt Ibrahima Monsali dans ce récit. Le secteur privé a été fortement affecté par les restantes manifestations. Après ces actes de vandalisme et de pillage des manifestants dans les commerces, c'est au tour des bilans. Différents chefs d'entreprise et représentants des sociétés ont fait leur bilan après le passage des manifestants sur leurs activités. C'est le Supeco et Auchan qui envoient des centaines de pères et soutiens de familles en chômage technique. En effet, Supeco estime une perte d'1 milliard de francs CFA. La société française Auchan, quant à elle, renvoie 300 travailleurs au chômage technique. Les affres des activités subversives des manifestants sont passés par là, à quelques jours seulement de la célébration de la fête de Tabaski. C'est avec un regard d'amertume que le directeur général de CFA au Sénégal, Pascal Louchalar, s'est présenté devant la presse pour faire l'état des lieux des événements récents qui hantent son esprit. Il a estimé les pertes résultant des actes de vandalisme commis dans 2 de leurs enseignes situées à Guédiawaye et à Golf à plus d'1 milliard de francs CFA. Il a déclaré que ces magasins ne pourront pas rouvrir à court terme en raison des travaux qui doivent être effectués à l'intérieur. Un des représentants d'Auchan Sénégal a également fait l'état des préjudices subis par la multinationale française et que les évaluations chiffrées sont en cours pour dresser un bilan exhaustif des manifestations. Dans l'actualité toujours sur les préoccupations latentes de la situation des droits humains au Sénégal, récemment condamné farouchement par le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a soutenu la nécessité de la défense de la République face à toute attaque déstabilisateur. Le gouvernement sénégalais, comme dans son énième communiqué, rassure la communauté internationale sur le respect de l'état de droit. Astou Baldé. Lors du point de presse du 13 juin 2023, la porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Ravina Samdasani, s'est prononcée sur les récentes manifestations tout en évoquant, je cite, « Nous sommes profondément préoccupés par l'évolution de la situation des droits humains au Sénégal ces dernières semaines, où au moins 16 personnes ont été tuées, 350 blessés et plus de 5000 arrêtés lors de 3 jours de manifestations entre le 1er et le 3 juin dernier. » Fin de citation. Fort de ce constat, la réplique de la mission permanente du Sénégal à Genève n'a pas tardé en une réponse catégorique au Haut Commissariat. Le ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, et ses services condamnant avec fermeté les agissements survenus en début juin à Dakar et dans certaines localités du pays, souvient que ces actes n'ont rien à voir avec l'exercice des droits d'expression et de manifestation. Nous avons plutôt assisté à des agressions extrêmement graves contre l'État, la République et ses institutions et contre la nature sénégalaise à travers des violences humaines, le saccage de biens publics et privés et des cyberattaques contre des sites stratégiques du gouvernement et des services publics vitaux, a indiqué le représentant du gouvernement du Sénégal. Le ministère des Affaires étrangères ajoute que l'objectif était sans aucun doute de semer la terreur et de mettre le pays à l'arrêt. Face à ce terrorisme, il convient de réaffirmer l'impérieuse nécessité de protéger la République et de prémunir la nation des attaques devenues récurrentes et multiformes, visant à paralyser l'économie et à ternir l'image de la marque du pays, qui reste et demeure une grande démocratie. Devant la gravité sans aucune mesure des faits, le gouvernement du Sénégal a réitéré sa détermination à protéger la nation, l'État, la République, ses valeurs et ses fondements, tout en concluant que le Sénégal continuera de rester un pays de démocratie dans le respect de l'état de droit et de la commune volonté de vivre ensemble dans la paix, la stabilité et la solidarité. Le Haut Commissariat de l'Organisation des Nations Unies aux droits de l'homme réclame que des enquêtes soient effectuées pour le cas de la suspension de Walfadjri. Selon le Haut Commissariat, aucune justification légale claire n'a toujours pas été établie à ce jour.
Après 6 mois de détention, ils peuvent humer l'air de la liberté. Les députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement, Massata Samb et Mamadou Niang, à leur sortie, ils se sont confiés à la presse, tous les deux. Les rassurances révèlent à suffisance sur leur état physique et moral qu'ils ont jugé RAS. Massata Samb et Mamadou Niang ont tous les deux appris de leur situation carcérale qui consolide leur engagement toujours à lutter contre toute forme de violence et aussi de maintenir la continuité du service du peuple. Les deux députés du PUR ont été reconnus coupables pour les faits de coups et blessures volontaires sur leurs collègues députés. Amigaï, emprisonné d'une peine de 6 mois de prison, ils ont versé la somme de 5 millions solidairement à la plaignante. Je l'évoquais dans les grands titres, 13 jours déjà que l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ait suspendu les enseignements et décide de la fermeture du campus social. Cela ne durera pas assez longtemps car l'examen de la situation de l'état actuel de l'université est concluant. Une reprise est bien possible selon le conseil académique. Ce dernier s'appuie sur son système d'enseignement bimodal. La reprise des activités pédagogiques selon le recteur, le professeur Ahmadou Alimbaye, se fera sur le format d'enseignement à distance et sera effectuée comme suit. Demain 15 juin jusqu'au 15 juillet 2023 est prévu le premier semestre et du 24 juillet au 31 octobre sera consacré au second semestre. Sur l'activation des comptes institutionnels, les étudiants seront assistés après que les modalités pratiques ne leur soient communiquées par les établissements, a souligné le conseil académique. L'année académique 2023-2024 débutera en novembre prochain. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été le théâtre de violentes manifestations qui ont occasionné de nombreux dégâts par la destruction de la direction du coude, des véhicules de l'administration et des particuliers du personnel, le bâtiment des archives de la faculté des lettres incendié et beaucoup d'autres dommages. Cette décision prise ne révèle aucunement de l'intérêt des étudiants, a-t-il fortement décrié le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar face à la décision du conseil académique de la reprise des enseignements à compter de demain. Une invite est faite aux étudiants de boycotter les inscriptions dans la plateforme en ligne. Ibrahim Monsali pour plus d'éclaircissements. Le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, en réunion avec le conseil académique, a finalement décidé la date de reprise des cours par l'enseignement à distance pour le reste de l'année universitaire 2022-2023. Le temple du savoir, lors des événements derniers, a été fortement vandalisé. Plusieurs facultés ont été mises en sac par les manifestants, notamment la faculté des sciences juridiques et politiques, la faculté des sciences, la bibliothèque universitaire, CESTI et entre autres facultés. La pilule ne sera pas être facile à faire passer chez les étudiants, car la décision du recteur est fortement fustigée. Le collectif des amicales de l'UCAD invite tous les étudiants à boycotter l'inscription dans la plateforme en ligne mise en place par le rectorat pour la reprise des enseignements en signe de désobéissance de cette décision, car s'inscrire reviendrait à se plier à cette forfaiture, précise-t-il. Face à la presse ce mercredi, le collectif de l'amicale des étudiants est revenu sur les conditions d'études de l'étudiant sénégalais qui sont souvent précaires, pas d'ordinateur ou d'une tablette lui permettant de suivre les enseignements à distance. À cela s'ajoute le manque en couverture de l'Internet global et de qualité. Il soutient que dans de pareilles circonstances, la meilleure formule c'est d'asseoir avec les représentants des étudiants pour qu'ensemble prendre des décisions allant dans le sens de l'intérêt exclusif de l'étudiant. Le collectif rassure que cette décision n'engage que ses signataires et que nulle reprise n'est envisageable si ce n'est que celle-ci ait déjà été discutée avec toutes les parties prenantes. Un atelier de validation de l'étude d'impact du changement climatique a donné une note de vulnérabilité moyenne dans la région de Ziguinchor. Les secteurs de la pêche et de celui de l'agriculture sont étudiés dans leur ensemble. L'érosion côtière consiste encore la grande préoccupation du projet d'appui au plan national d'adaptation au changement climatique. Gabriel Ndiaye, coordonnateur du projet au micro de Mangaï. Nous sommes aujourd'hui à Ziguinchor en vue donc de valider une étude de vulnérabilité de la région de Ziguinchor face au changement climatique. Alors c'est une étude, il faut le dire, très importante car elle permet de ressortir, comme son nom l'indique, le degré de vulnérabilité de la région.
Alors, quand nous parlons de vulnérabilité, elle est fonction de 3 éléments qui sont d'abord ce qu'on appelle la sensibilité, l'exposition et la capacité d'adaptation des écosystèmes ainsi que des populations. Si nous prenons la région, en tout cas si je dois le comparer à d'autres régions, il y a d'autres régions beaucoup plus vulnérables que Ziguinchor par rapport à certaines spécificités, parce que vous verrez même lors de la présentation, le cabinet l'a ressorti par rapport surtout au secteur agriculture, santé, ou peut-être d'autres régions comme Matam, où vous verrez que certaines zones sont complètement rouges. Quand on parle de, quand la couleur est rouge, ça montre que l'impact va être, la vulnérabilité sera très très importante. Alors que peut-être dans la région, on peut dire que la vulnérabilité est plutôt moyenne, donc elle est jaune, n'est-ce pas, par rapport aux scénarios et pressions climatiques qui ont été présentés ici. Mais ça, c'est par rapport à ces 4 secteurs-là. Mais si nous prenions le cas, par exemple, du problème d'érosion côtière, probablement ça ne serait pas le même résultat. Parce que nous connaissons quand même avec vraiment les houles importantes, etc. Il y a certaines îles aujourd'hui qui, entre guillemets, si rien n'est fait dans l'avenir, risquent de disparaître. Donc à ce niveau-là, si on avait étudié ces zones, ces secteurs-là, probablement on serait à une vulnérabilité importante. Mais par rapport à ces 4 secteurs-là, il faut noter que la vulnérabilité reste moyenne par rapport aux effets néfastes des changements. Nous voilà arrivés à notre reportage du jour. Dakar suffoque déjà à ses débuts de canicule. La température maximale avoisinant les 29 degrés dans la journée devient insupportable pour la population. Une chaleur qui change le mode vestimentaire et fait recourir à la solution des ventilateurs. La vedette actuelle qui s'affiche partout dans les marchés. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Plus fréquentes et intenses, les vagues de canicule font sentir l'impact sur l'environnement et les activités des Sénégalais, comme l'on constate dans cette cosmétique où il n'y a presque pas de clients. En cette période de chaleur, les ventes de produits cosmétiques ne sont plus bénéfiques. Les clients n'achètent pas les laits de corps, seulement les déodorants et eau de Cologne sont vendus. Avec l'approche de la Tabaski, les clients pourront peut-être acheter ces produits pour embellir leur teint. Quelques rares exceptions pour l'utilité de ces produits cosmétiques. En ce printemps au climat tempéré, les populations se livrent vers cette grande vedette du marché, les ventilateurs. Les clients nous s'empressent chaque jour pour réparer leurs ventilateurs car la chaleur est trop intense. Les populations adoptent d'autres modes vestimentaires en cette période de chaleur, selon cette commerçante qui réside à Yoff. Les clients achètent le plus souvent des vêtements en coton en cette période de chaleur. Les garçons préfèrent acheter des sous-vêtements légers et les pantalons courts ou shorts. À Dakar, la température de cette forte chaleur varie entre 20 et 30 degrés dans la journée. En annonçant la campagne 2023 sur les vagues de chaleur, l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie décide d'étudier les phénomènes climatiques et leurs impacts sur la santé humaine. Dans l'est et au sud du pays, les températures en cette période varient entre 30 et plus de 40 degrés. Je l'évoquais en début d'édition, le paludisme, une maladie qui tue, mais le Sénégal ambitionne l'objectif 0 cas de décès. Les effets du Covid-19 avaient rehaussé la tendance d'incidence de la maladie. À l'approche de l'hivernage, les prévisions du Sénégal sont satisfaisantes, amorçant l'ère d'une éradication définitive du paludisme. Dakar sera la capitale de la lutte contre la malaria du 18 au 28 juin prochain. Écoutons le professeur Daouda Ndiaye, directeur général du Centre international de recherche et de formation en génomique appliquée et de surveillance sanitaire. La réalité est que le palu a beaucoup régressé durant ces 20 dernières années au Sénégal. On parlait de 50% en 2000 par rapport à l'incidence. Vers les années 2009, on parlait d'environ 9%, 10%. En 2000, avant le Covid, on parlait de 3-4% d'incidence, mais également de taux de mortalité par rapport au cas. Malheureusement, le Covid est passé par là et a un peu ralenti les choses parce que, comme vous le savez, beaucoup de ressources ont été redéployées
vers le Covid et qui étaient destinés au PALU. Beaucoup d'acteurs qui travaillent dans le cadre du PALU, notamment les relais communautaires, les gens de santé communautaire, les Badjanougor, les Nidjaïgor, bref, l'acteur communautaire, l'essentiel de son travail a été redéployé pour lutter contre la Covid parce que c'était l'urgence sanitaire. Donc, ce qui fait qu'il y avait un certain relâchement. Mais heureusement, ça n'a pas trop impacté l'évolution de la transmission. Ça l'a mis en stand-by, ou même un peu augmenté, mais de façon insignificative. Mais depuis l'année passée, quand même, les choses sont revenues normales. Et c'est pourquoi nous pensons que le Sénégal, comme d'autres pays, peuvent éliminer le PALU très rapidement, surtout en bénéficiant de l'expérience d'autres pays qui ont éliminé. Les joueurs du championnat du Sénégal vont rejoindre les pelouses. C'est une décision de la Fédération sénégalaise de football qui a pris effet ce mercredi 14 mai 2023. Les compétitions avaient été suspendues jusqu'à nouvel ordre dans tout le territoire national suite à la vague de manifestations constatée au Sénégal il y a 3 semaines. Selon la lettre circulaire de l'instance sénégalaise, hormis l'accalmie très favorable, la reprise est un impératif à cause des exigences de la Confédération africaine de football sur la représentation du Sénégal. Les présidents de la Ligue de football amateur, de la Ligue sénégalaise de football professionnel, des présidents des ligues régionales de football et des présidents de clubs sont tous invités à établir les convocations de leur formation pour le respect des délais du calendrier des compétitions. La Fédération sénégalaise de football a appelé tous les acteurs au jeu du fair play et à la paix pour une bonne fin de saison. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente nuit.